Et nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir les intervenants. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Bernard? Bonsoir, ça va ce soir, pleine forme. Je te réveille? Non, c'est bon? Non, ça va, j'étais en train de bosser encore sur ces webinaires. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Une nouvelle édition de ces webinaires. Nous sommes ravis de vous retrouver avec une nouvelle thématique. Moi, je vais m'occuper de la technique un petit peu, là, pour le moment, vous disant qu'il vaut mieux être sur Google Chrome que sur un autre navigateur et être plutôt connecté en filaire qu'en Wi-Fi pour bénéficier de la meilleure bande passante. Voilà, ce soir, les fasciopathies plantaires avec deux amis. Bernard, je te laisse la parole. Oui, donc ce soir, on accueille donc effectivement deux amis, Gabriel Hockmiller, qui est sur votre gauche avec le pied bleu, qui est pédicure podologue, mais il est aussi ostéopathe. Il est président du Collège national des podologues et ancien président de la SOFPOD. Il enseigne à une école bien connue qui est l'EFOM à Paris. Ah oui. Et à notre droite, nous avons ce soir sur le ring Christophe Bois, qui est kiné et thérapeute manuel. Il est formateur sur les points triggers myofasciaux et dry needling. Il est membre du comité scientifique des rencontres Europhysio. Et il est aussi co-gérant de Kiné & Co Formation, qui est un organisme de formation pour les kinés. Voilà, messieurs. Maintenant, ça va être à vous. La session va se dérouler de la... Pardon, Fred? Non, vas-y, c'est ce que tu allais dire. Non, voilà, j'allais juste dire que la session allait se dérouler de la façon suivante. D'abord, Christophe va dérouler son exposé du diagnostic aux différents traitements. Et ensuite, Gabriel prendra la parole pour aborder tous les aspects de la posture et les différentes semelles que l'on peut prescrire, enfin pas prescrire, mais qu'on peut conseiller, à nos patients. Voilà, Christophe, je te laisse la parole et puis bonne démonstration. Merci. Est-ce que tu auras besoin de la présentation tout de suite? Oui, s'il te plaît. Eh bien, il me plaît. Eh bien, on y va. Hop, c'est parti. Merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci à Bernard et à Frédéric de me laisser la possibilité ce soir de vous exposer durant ce webinaire un petit peu les différents aspects de la littérature scientifique sur les fasciopathies plantaires qui vont en fait nous permettre surtout d'adapter notre pratique parce que c'est ça qui est important. Ce sont des pathologies que l'on rencontre fréquemment au cabinet, que ce soit des cabinets de kiné, d'ostéo ou de podo. Et on a, comme partout, on a une pratique basée sur l'evidence-based practice. Et donc aujourd'hui, on va essayer de faire un peu le lien entre ce que nous dit la littérature scientifique et comment on va l'adapter à la pratique. Alors, pour démarrer tout de suite cette présentation, alors, j'arrive pas à avancer, Fred, par contre, Ah, bah si, avec parfait. le petit bouton en bas, là, tu n'arrives pas à la voir. Si, c'est bon, c'est passé, nickel. J'ai trouvé comment ça fonctionnait. Donc, voilà. Donc, simplement, je vais pas vous faire de grands rappels d'anatomie, mais par contre, il y a ces dernières années, il y a tout un groupe en 95 qui a travaillé notamment sur un petit peu l'anatomie et surtout les relations anatomiques entre le tendon d'Achille et ce fascia plantaire, qui est donc le problème que l'on va traiter ce soir. Et notamment au niveau du calcanéum, il existerait une continuité. Hein, on a souvent dit dans les livres d'anatomie que le tendon d'Achille s'insère sur le calcanéum et qu'il y avait ensuite un espèce de stop, un espèce d'espace libre entre ces deux insertions. Et en 95, il y a une première étude qui nous montre une relation de continuité plutôt anatomique. Et ça a été confirmé plus récemment. Et vous le voyez ici sur les petites flèches sur l'image en bas à droite, cette petite surface blanche qui serait en fait du tissu fibreux, tissu collagène, qui assurait en fait une continuité entre l'insertion du tendon d'Achille et l'insertion du fascia plantaire. Et ça nous amène à parler plutôt d'un système, on va dire, de continuité du système achilléo-calcanéen plantaire. Et certains anatomistes ne sont pas forcément d'accord, mais sur cette continuité dite anatomique, mais en tout cas, ils mettent en avant une continuité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on parle de l'effet treuil, c'est-à-dire que lorsque le tendon d'Achille exerce une traction sur le calcanéum, eh ben, ce calcanéum va lui-même exercer une traction de force sur ce fascia plantaire. Donc, dans tous les cas, une version peut-être un petit peu plus moderne de l'anatomie de ce fascia plantaire,
avec à la fois une continuité, alors soit anatomique, mais il nous faudrait encore d'autres études pour vraiment le confirmer, et en tout cas une continuité fonctionnelle. Juste un mot sur la terminologie. Depuis plusieurs années, de nombreux termes ont été utilisés pour décrire un petit peu cette pathologie. Les anglo-saxons ont utilisé le terme de fasciite plantaire. Nous, francophones, on a utilisé de nombreux termes très variés, comme l'aponévrosite, la fasciite, la fasciopathie. On parlait d'épine calcanéenne. Enfin, on utilisait beaucoup de termes. Et c'était des termes qui n'étaient pas toujours appropriés. Et dans son éditorial du BJSM en 2017, un auteur qui a beaucoup publié sur les fasciopathies plantaires, donc Henrik Riehl, suggérait qu'il était il était temps de passer à autre chose et d'utiliser un terme vraiment approprié à cette pathologie. Et lui, il proposait le terme plus généraliste de douleur plantaire du talon. Et en fait, il disait deux choses. La première, c'est que ce terme de fasciite suggérait quelque chose d'inflammatoire et que les études histologiques récentes ne montraient peu ou pas du tout de facteurs inflammatoires dans ce tissu. Donc, il suggérait d'enlever ce suffixe it qui était synonyme d'inflammation. Et la deuxième, quand on parle de fasciopathie, ça suggère que le fascia est la seule source de douleur au niveau du talon. Et il a montré que dans certains cas, il y avait d'autres structures qui étaient responsables de la douleur. Donc, il a suggéré d'utiliser un terme un peu plus généraliste et plus adapté, qui est le terme de douleur plantaire du talon. Donc, je vais essayer un peu, moi, dans ma présentation, d'utiliser le terme qui, a priori, depuis 2017, serait le terme le plus adéquat. Alors, en termes de tableau clinique, comment ça se présente cette douleur plantaire de talon? Ça se présente par une douleur évidemment localisée au niveau de la face plantaire du talon. C'est une douleur, comme vous le voyez sur la photo, qui est souvent localisée en avant de l'insertion de ce fascia plantaire, donc plutôt en avant et médial par rapport au calcanéum. Et cette douleur, elle est souvent exacerbée par toutes les activités en charge. Activités en charge de loisirs sportifs ou professionnels et par la station debout prolongée. On a l'habitude de dire que la douleur, en fait, elle est proportionnelle à la charge. Plus on en fait, plus on a mal. Et elle est également quelque chose de très typique, c'est qu'elle est marquée lors des premiers pas après une période d'inactivité, notamment le matin. Les patients décrivent bien les premiers pas en sortant du lit sont difficiles avec, pour certains, l'impossibilité de poser le pied par terre. Et les anglo-saxons décrivent le terme de start-up pain. Donc c'est vraiment un tableau clinique qui est assez caractéristique de cette douleur plantaire de talon. En termes de prévalence, c'est une pathologie qui touche deux types de populations, à la fois les gens sédentaires et à la fois les gens sportifs. Et chez les sportifs, c'est bien entendu la course à pied qui est en tête. Et si on s'intéresse à une population générale, on a une prévalence qui est très variable en fonction de la population que l'on étudie. Un exemple, en 2004, aux États-Unis, on a à peu près 1 million de consultations qui ont abouti au diagnostic de fasciite plantaire. Et si on reprend ici une étude un peu plus récente sur une population générale adulte de plus de 50 ans, l'auteur nous rapporte une proportion de prévalence d'environ 10% pour les douleurs plantaires de talon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a également réalisé une classification en fonction des métiers au niveau de la classe socio-économique. Et on retrouve chez des patients qui ont un métier avec des gestes routiniers, répétés et manuels, on retrouve la prévalence la plus importante, on est presque à 11%. Donc ça aussi, c'est nos patients qui ont des métiers avec des gestes position debout, gestes répétés et travail manuel, c'est des gens qui auront certainement plus de chances de développer une douleur plantaire de talon. Chez les sportifs, comme je l'ai dit, c'est évidemment la course à pied qui est la plus sujette à la prévalence des blessures chez le coureur. Ici, on a une revue de la littérature qui nous rapporte une prévalence chez le coureur à pied entre 5 et 18%. Et puis en termes un petit peu de classification parmi les autres blessures, François Fourchet nous rapporte là, lors de sa conférence de sa journée MyRun en mars 2019, il nous dit que la douleur plantaire de talon, c'est la 4e cause de blessure chez le coureur débutant et la 3e cause de blessure chez le coureur expérimenté.
Donc là aussi, dans la population sportive, bien évidemment, tous les sports à base de course à pied, que ce soit les marathons, le trail, le triathlon, tous ces ultras, tous ces sports-là sont évidemment sujets à développer des douleurs plantaires de talons, et d'autres sports qui utilisent comme base la course à pied, par exemple le football, ou d'autres sports peuvent également être sujets à cette pathologie. Quels sont les facteurs de risque pour nos patients pour développer cette affection? Alors, les facteurs de risque sont quelque chose de très étudié dans la littérature scientifique. Et on a ici un premier article en 2017 qui mettait en avant deux facteurs de risque. Un qui était l'obésité, donc obésité, surpoids, et le deuxième, c'était un patient qui avait un pied de type pronateur ou en excès de pronation. Ensuite, vous avez un deuxième article avec quasiment les mêmes auteurs. Ils ont fait une revue de la littérature en 2006 et ils ont donné ce petit tableau que vous trouvez sur la droite de l'image, où on retrouve listés les différents facteurs de risque qu'ils ont ressortis de cette revue systématique de la littérature. Et on retrouve notamment les patients sédentaires. On retrouve bien sûr les gens les gens sportifs et notamment en excès au niveau de la course à pied, l'obésité, les gens qui travaillent de manière debout, marche prolongée, et on retrouve à la fin deux indicateurs, notamment la faiblesse des muscles intrinsèques du pied et des gens qui ont des tensions, des raideurs au niveau des muscles gastrocnémiens. Et ces deux derniers facteurs, on les retrouve dans des études très récentes, notamment une de mars 2020, où on a évalué un petit peu le système de stabilité du pied chez des gens qui ont des douleurs plantaires de talons. Et cette étude nous met en avant que c'est bien entendu les gens qui ont un pied plutôt de type pronateur, avec un affaissement de l'arche médiale du pied, qui sont les plus sujets à développer des douleurs plantaires de talons. Et les auteurs mettent en avant que cet affaissement de l'arche médiale du pied, pour eux, elle est essentiellement due à une faiblesse de tous les muscles intrinsèques du pied, notamment le muscle abducteur du lalux, qui est vraiment le stabilisateur de l'arche médiale du pied. Et ensuite, dans cette étude de mars 2018, on retrouve un fort niveau d'association entre les gens qui ont développé des douleurs plantaires de talons et des gens qui avaient des raideurs isolées des muscles gastrocnémiens. Donc ça, c'était un facteur de risque qu'ils avaient déjà retrouvé, mais qui a été vraiment validé avec une corrélation statistique significative dans cette étude. Donc si on résume un petit peu les facteurs de risque, on a les facteurs de risque intrinsèques avec l'âge, et on considère que plus on évolue, on avance dans l'âge, plus on est susceptible de développer une douleur plantaire de talon. Et ça, c'est tout simplement mis en relation avec le vieillissement naturel et la dégénérescence physiologique du fascia plantaire. Il y a discussion sur le genre. Certaines études mettent en avant que les femmes seraient plus sujettes à développer des fasciopathies plantaires, mais c'est controversé. Toutes les études ne le retrouvent pas. Le surpoids, bien évidemment. La posture du pied, et on serait plutôt sur un pied de type pronateur. Et ensuite, des gens qui ont une raideur du triceps sural, avec notamment une raideur des gastrocnémiens, et ça entraînerait une diminution de l'amplitude de flexion dorsale de cheville. Et ensuite, les facteurs extrinsèques, où on retrouve bien entendu le mode de vie, avec notamment les patients sédentaires, les gens qui ont une station debout ou une marche prolongée, que ce soit dans leurs activités professionnelles ou de loisirs, et bien sûr les activités sportives, souvent pratiquées en excès ou en surcharge, qui sont des facteurs de risque. Christophe, peut-être oui. que ce serait peut-être une question pour Gabriel, peut-être après, mais je demande ton avis tout de suite. Est-ce qu'il y a une propension particulière à un pied dit plat ou à un pied dit creux? Est-ce que les études ont montré ça? Parce que tu parles de pronation. Est-ce que la morphologie agit? Alors en fait, si tu prends cette étude-là sur les caractéristiques du pied, ils ont noté ici un pied creux avec une arche trop marquée. Ce serait aussi un facteur,
mais beaucoup moins important que le pied type plat ou pronateur. Donc en proportion, dans cette étude de 2020, eux, ils mettaient en avant avec quasiment 90%, je crois que c'était 87% de patients avec une douleur plantaire de talon avaient un pied plutôt de type plat ou pronateur ou en excès de pronation. D'accord. Et ce sera une question pour Gabriel, peut-être assurément tout à l'heure. On la garde de côté. Amir qui vous pose la question, mais on la laissera pour Gabriel. Pied pronateur veut toujours dire pied plat. C'est une question, c'est pas une affirmation. Donc on le gardera peut-être, assurément tout Ouais, à l'heure, Gabriel. Un petit nom de base et on développera tout à l'heure, si vous voulez. D'accord, un petit nom de base. Parfait. Merci. Alors, donc, facteur de risque. Et maintenant, l'examen clinique. Alors, j'ai listé un petit peu les différents éléments qu'on peut réaliser dans un examen clinique. Bien sûr, c'est pas exhaustif. Mais dans un premier temps, l'anamnèse, déjà pour repérer un petit peu si c'est plutôt un patient de type sédentaire ou si c'est plutôt un patient de type sportif. Ça nous permettra notamment d'évaluer un peu la charge. Et surtout dans l'anamnèse, on va rechercher un peu cette douleur typique, comme on l'a décrit tout à l'heure, donc proportionnelle à la charge, le start-up pain. Tout ça, c'est des éléments qui peuvent nous mettre sur la piste d'une douleur plantaire de talon. Cette douleur, elle est souvent reproductible lorsqu'on vient palper l'endroit douloureux que le patient nous décrit. Beaucoup d'études utilisent le Foot Health Status Questionnaire. C'est en fait tout simplement un questionnaire qui, je pourrais dire, évalue un petit peu la bonne santé du pied. Et c'est un très bon questionnaire qui est validé et qui permet en fait d'avoir un petit peu le score de l'état du pied du patient au début du traitement, en intermédiaire si besoin et à la fin. Mais c'est ce questionnaire-là qui est validé. Il y a beaucoup de travail. Il a même été traduit en plusieurs langues. Ensuite, pour étudier un petit peu la morphologie, la posture du pied, moi j'utilise très régulièrement le Foot Posture Index. C'est facile, c'est visuel, ça s'utilise très bien. Le test du treuil ou Windlow's test, je le développerai tout de suite après. Le test du naviculaire drop, qui est en fait un test qui permet de voir un petit peu la chute du naviculaire entre la charge et entre la décharge et la charge. Et si ce test est dit positif, il met souvent en avant une faiblesse des muscles intrinsèques du pied, notamment le muscle abducteur de l'hallux. On peut également faire un heel raise test qui vous donnera un peu une idée sur la force et l'endurance des triceps suraux de vos patients. Ça permet déjà de comparer côté droit, côté gauche de votre patient et aussi de le comparer par rapport à des standards, parce que maintenant le heel raise test il a pas mal de standards et ça permet de comparer un petit peu et de savoir un petit peu, ça vous donne une idée où en est votre patient au niveau de la force et de l'endurance de ses triceps. Et bien entendu, il faut évaluer la mobilité de la cheville, notamment de la flexion dorsale de la cheville et la raideur du triceps sural, et si possible essayer de différencier un petit peu les muscles solaires et gastrocnémiens. Et en fonction de ça, si on a plutôt une restriction de mobilité, dans nos techniques mobilité de type articulaire, on utilisera peut-être des techniques de mobilisation articulaire, alors que si c'est des raideurs au niveau du triceps sural ou des gastrocnémiens, des techniques de type myotensive, levée de tension qui seront adaptées aux muscles. Encore une fois, le bilan et l'examen, c'est quelque chose qui n'est pas exhaustif, mais en faisant, je dirais, au moins ces différents points, on a déjà une bonne idée un petit peu des différents éléments au niveau du pied et du mollet de notre patient. Bien entendu, on peut encore remonter plus haut en tout ce qui est posture et autres, mais là, voilà, on a déjà une base pour réaliser l'examen clinique. Est-ce que tu penses qu'il faut faire tous ces examens-là chaque fois qu'on reçoit un patient où il y a une suspicion de fasciopathie? Alors, est-ce qu'il faut? Moi, je vais pas dire il faut. Moi, je pense que ces tests-là, ils sont faciles à faire, ils sont reproductibles, ils ne nécessitent pas beaucoup de matériel et ils ne prennent pas trop de temps. Donc, en fait, ce sont des tests qui sont tout à fait adaptés à la pratique clinique. Le questionnaire, le Foot Health Status questionnaire, il est rempli en moins de 5 minutes par le patient. Le Foot Posture Index, il suffit de mettre le patient debout sur une table ou une chaise et de regarder la position de ses pieds, des différents marqueurs du Foot Posture Index.
Le test du treuil, je vais le développer tout de suite après. Le naviculaire drop se fait très vite. Il y aurait peut-être le heel raise test qui prend un peu plus de temps. Si maintenant ton patient il est assez fort, et ben il va faire des montées pointe de pied pendant plusieurs minutes. Mais enfin, évaluer une mobilité de cheville ou de triceps, c'est rapide également. Donc je dirais qu'avec l'ensemble de ces tests, je pense qu'on a fait un bon tour du propriétaire. Voilà. On peut toujours le compléter, mais avec ça, on a déjà une bonne base. J'imagine que tu vas revenir sur les tests parce qu'on te demande il y a Paul qui te demande quel est le minimum de répétitions à faire pour le heel raise test. Et Alors, oui, vas-y. Alors, je vais répondre à sa question. J'avais prévu de développer uniquement le test du treuil parce que c'est le test, on va dire, le plus, alors je ne veux pas dire spécifique, mais en fait, c'est le test qui a été développé pour la douleur plantaire de talon. Les autres tests, en fait, ils sont là pour aller chercher est-ce qu'il y a des facteurs de risque chez mon patient ou pas. Le foot posture index, on va chercher plutôt est-ce que mon patient a un pied plutôt de type pronateur ou pas. Le test du naviculaire drop, c'est plutôt pour l'insuffisance des muscles intrinsèques du pied. Le heel raise, c'est plutôt pour la force et l'endurance des muscles du mollet. Alors, rappelle-moi juste, s'il te plaît, Frédéric, quelle était la question exacte qui était posée? D'où vient le vent? Non, en fait, la question, c'est quel était le minimum de répétitions à faire sur le heel raise test et après, éventuellement, le démontrer, enfin, l'expliquer un petit peu plus. Alors, en fait, il n'y a pas de minimum. Il y a deux manières de le faire. Imaginons ton patient vient avec une douleur plantaire de talon côté droit. On peut soit comparer son côté droit à son côté gauche. Et en fait, tu vas simplement demander à ton patient de monter sur la pointe de pied en unipodal. Et on va lui demander de répéter, de répéter, de répéter. Et on arrêtera le test à partir du moment où le patient, 3 fois de suite, ne montera pas aussi haut qu'à la première répétition. Ok. Alors effectivement, ça peut être, si ton patient n'a pas de déficit, ça peut être un test qui est relativement long. Et ensuite, on peut soit comparer son côté pathologique avec le côté sain et lui dire, voilà, à gauche, vous avez fait tant de répétitions et à droite, vous en avez fait tant. Ou alors, on peut simplement faire son côté pathologique et le comparer par rapport à des standards. Il existe beaucoup d'études l'ont fait, même spécifiquement par rapport à certains sports, où on a des tableurs et on nous dit, voilà, vous êtes un homme, vous avez tel âge, vous avez tel sport, et ben la norme est de tant de répétitions, plus ou moins 10. Et est-ce qu'il est dans la norme ou est-ce qu'il ne l'est pas? Voilà. Il y a des validations qui sont intéressantes. Il est simple, il est reproductible et il nécessite pas énormément de matériel. Donc ça vous donne une idée, on va dire, sur la force et l'endurance du triceps. À ce stade, excuse-moi, est-ce que Gabriel, tu as quelque chose à rajouter sur l'examen clinique? Pour l'instant, on fait d'autres petits tests aussi. On fait pas mal de tests en unipodal notamment aussi, mais seulement, enfin sans extension de la cheville. Mais globalement, c'est des tests qu'on pratique en cabinet, tout à fait. D'accord. Alors, j'avais prévu de développer le Wingloss test, le test du treuil, parce que c'est le test qui a été, on va dire, mis en avant pour mettre en évidence une douleur plantaire de talon. Donc en fait, c'est un test très simple. Le patient il est en position debout, les deux pieds à plat, écartés à la largeur des épaules et les genoux tendus et la cheville à 90 degrés de flexion neutre, 90 degrés. Et à ce moment-là, on vient passivement réaliser une extension de la métacarpophalangienne du gros orteil. Et le test est dit positif si cette manœuvre vient soit réveiller, déclencher ou alors amplifier la douleur que le patient décrit. Alors, il y a un seul article, enfin, on va dire récent, encore récent de 2003, qui s'est intéressé un petit peu à la clinimétrie de ce test. Et on va dire les conclusions sont modérées dans le sens où les auteurs décrivent un haut niveau de spécificité, mais par contre un faible niveau de sensibilité. Donc en fait, c'est un test qui peut être utile en pratique clinique, mais qui d'un point de vue clinimétrique a quand même quelques limites. Donc c'est un test qui est maintenant un peu moins utilisé notamment dans les essais cliniques parce que il manque un petit peu de sensibilité. Alors le diagnostic différentiel, je vais pas
m'étendre dessus parce qu'il y a beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir sur cette photo, sur cette figure à droite. Il y a énormément de structures autour du calcanéum et je vous ai mis un petit papier là très récent où vous retrouvez notamment des auteurs comme Ebony Rio ou Jill Cook qui ont fait un petit peu le tour de toutes les structures qui se trouvent autour du talon et qui peuvent donc être potentiellement responsables de douleurs plantaires de talon et qui vous permettent donc de faire un examen et un diagnostic différentiel avec toutes ces structures. Et celles qui sont le plus souvent mentionnées dans la littérature, c'est la neuropathie du nerf tibial, c'est l'atrophie du coussinet graisseux qui recouvre un petit peu l'insertion du fascia plantaire, c'est une instabilité de l'articulation sous-talienne et une fracture de fatigue du calcanéum. Donc là aussi, ça nécessite un petit peu de screening dans l'approche initiale. Et d'autres auteurs mentionnent aussi un syndrome myofascial douloureux, c'est-à-dire la présence de points trigger dans certains muscles, alors soit des muscles au niveau du pied comme l'abducteur de l'hallux, ou des muscles un peu plus à distance comme le solaire ou comme le gastrocnémien interne notamment. Mais s'il le faut, si ça peut être intéressant, moi j'ai l'article en PDF, on pourra peut-être le mettre sur la page ou si ça intéresse les gens, on peut le diffuser sans problème pour le diagnostic différentiel. Gabriel qui veut intervenir. Ouais, il y a énormément de diagnostics différentiels, notamment par sa diffusion de la douleur qui peut être un petit peu plus antériorisée que le talon. Donc ça peut être confondu avec toutes les pathologies de médio-pied, qu'elles soient articulaires, musculaires, etc. Donc il y a beaucoup de diagnostics différentiels. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de structures au niveau du pied. Là, cette étude s'était vraiment focalisée sur ce qui était, on va dire, proche du calcanéum. Mais évidemment, à un moment donné, la douleur, notamment dans la chronicité, elle diffuse de cette zone un petit peu qu'on a décrit tout à l'heure, qui est antérieure et médiale, et notamment dans la chronicité, elle peut même diffuser sur toute la partie plantaire du pied. Et il y a un papier là très récent qui est sorti en mars 2020 avec, on retrouve notamment des auteurs comme Ebony Rio ou César Fernandez de Las Peñas, qui montrent même qu'il y a un effet crossbody. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une douleur plantaire de talon à droite, et ben dans la chronicité, il va peut-être pas développer des douleurs à gauche, mais en tout cas, ils ont mis en avant qu'il y avait un seuil de déclenchement douloureux à la pression qui était diminué du côté opposé. Donc, on voit même dans la chronicité, la douleur, elle peut même aller du côté contralatéral. Donc, ils mettent en avant un effet crossbody. Alors, le pronostic, c'est une question qui est intéressante, qui est peut-être à mon sens pas assez développée aujourd'hui au niveau kinésithérapie, parce que souvent la première question que nous pose un patient, c'est de nous dire, écoutez, je n'ai pour combien de temps? Est-ce que je vais devoir me faire opérer? Est-ce que je vais devoir me faire infiltrer? Voilà. Et moi, je pense que bien maîtriser aussi le pronostic de chaque pathologie, ça c'est intéressant. Et quand on fait un petit tour de la littérature récente, on a par exemple Thompson en 2014 qui nous dit que globalement 85 à 90% des patients allaient être traités avec succès sans chirurgie. Donc ça aussi, c'est déjà une bonne chose. Lim, en 2016, il reprend à peu près les mêmes propos, 90 à 95% de résolution des symptômes avec un traitement conservateur, donc non opératoire. Et lui, il avançait une durée de 12 à 18 mois, mais il avait fait un petit peu des essais cliniques sur des gens notamment qui avaient des douleurs plantaires de talon chroniques. Donc forcément, ça prend un peu plus de temps au niveau du traitement. Et là, récemment, Monteagudo, en 2018, lui, il disait que 90% des cas allaient se résoudre dans les 12 mois, toujours avec un traitement conservateur. Donc, ce qu'on peut déjà, on va dire, annoncer à nos patients, c'est que à presque, on va faire une moyenne à 90% des cas, on va avoir un bon pronostic. On nécessitera ni chirurgie, ni infiltration, quelle qu'elle soit, et que globalement, le délai de guérison, suivant l'antériorité, l'ancienneté des symptômes, ça peut aller de quelques mois, 3 à 4 mois, jusqu'à 12 à 18 mois dans les cas les plus chroniques. Et j'ai encadré les propos de Thompson qui dit que la fasciopathie plantaire ou les douleurs plantaires de talon ont un bon pronostic, et notamment ont un bon pronostic lorsque le patient va utiliser des traitements conservateurs, mais une combinaison de traitements conservateurs. Et ça, c'est vraiment important, et on en reviendra tout à l'heure dans le traitement, il n'existe pas un traitement des douleurs plantaires de talon. Si on veut optimiser
les chances de guérison et si on veut optimiser le pronostic, il est important de combiner différentes modalités de traitement conservateur. Et donc, ça m'amène à parler du traitement. Et donc, pour ça, on a plusieurs revues de la littérature, une méta-analyse, on a une revue des concepts modernes et une revue des traitements. Et globalement, ce qui ressort de ça, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des douleurs plantaires de talon, on a des choses qui sont relativement intéressantes, comme les ondes de choc, comme le renforcement, les étirements, la thérapie manuelle, on parlera contention et orthèse et on parlera éducation thérapeutique. Donc, je vais détailler un petit peu ces différents éléments en commençant par les ondes de choc. Alors, pourquoi je commence par les ondes de choc? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans la littérature scientifique, la thérapie par ondes de choc extracorporelle, c'est la technique qui a montré le plus haut niveau de preuve dans le traitement des douleurs plantaires de talon. Vous avez ici un exemple d'une étude, donc c'est quand même une méta-analyse d'essais randomisés contrôlés, donc on est quand même sur des études d'une très bonne qualité méthodologique et il en existe vraiment de bonne quantité d'études sur les ondes de choc. Et là aussi, il y a des études qui montrent que combiner par exemple ondes de choc à étirement, c'est plus efficace que de réaliser que des ondes de choc. Il y a plusieurs études qui suggèrent de combiner les ondes de choc à d'autres thérapies. Donc, je laisse vraiment aux spécialistes des ondes de choc de discuter est-ce qu'il faut faire des focales ou est-ce qu'il faut faire des radiales. Mais dans tous les cas, la thérapie par ondes de choc extracorporelle semble être un traitement, je dirais vraiment de choix sur ces douleurs plantaires de talon. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis un petit lien YouTube sur lequel vous voyez une séance d'ondes de choc réalisée sur une douleur plantaire de talon. Il existe vraiment beaucoup d'études. Là, je n'ai sélectionné une, mais on aurait vraiment il y a vraiment beaucoup d'études de très bonne qualité qui mettent en avant l'utilisation des ondes de choc. On a parlé des étirements. Alors, étirer quoi? Alors, la revue de la littérature nous dit dans un premier temps qu'il est intéressant, donc l'article en haut à gauche, qu'il est intéressant d'étirer de manière spécifique le fascia plantaire, notamment chez les gens qui ont des douleurs chroniques. Et en plus, dans cette étude, ils avaient un follow-up de 2 ans. Et donc, les gens, ils ont continué de s'étirer sur cette période-là. Et le follow-up est relativement bon parce que à 2 ans, on avait vraiment une nette diminution des douleurs. Et on peut même considérer qu'à un moment donné, étirer d'une manière préventive, parce que sur 2 ans, on est presque dans la prévention, ça peut être intéressant chez nos patients. On a l'étude ici en bas à gauche, met en avant l'efficacité des étirements des muscles gastrocnémiens et soléaires comme quelque chose d'intéressant. Et ça, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, tout au début du webinaire, notamment sur l'anatomie et sur cette corrélation, on va dire, anatomique entre le tendon d'Achille et ce fascia plantaire. Donc, il y a vraiment faut le voir comme une continuité et donc également étirer les muscles du triceps sural, les gastrocnémiens et le soléaire dans les fasciopathies plantaires. Et enfin, là, une dernière étude assez récente aussi de 2018 qui nous montre qu'il est plus intéressant de réaliser des étirements combinés à la fois tendon d'Achille et fascia plantaire chez des patients qui ont des douleurs plantaires de talon. Pardon. Et cette étude nous montre qu'il y a une meilleure amélioration des douleurs dans le groupe qui a eu le stretch simultané tendon d'Achille et fascia versus les gens qui ont eu le fascia seul. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir un petit peu pour la pratique, parce que c'est ce qui nous intéresse. En pratique, il faut étirer quoi? Il faut étirer tout le système triceps, tendon d'Achille et fascia plantaire. Je pense qu'on peut même extrapoler et aller plus loin que ce système, mais déjà commencer par ce système et peut-être même remonter, et là je fais notamment référence aux lignes, type lignes myofasciales qui sont décrites par Myers par exemple, qui peuvent être un complément très intéressant dans cette pathologie. Alors, je vous propose par exemple de vous montrer un petit peu en pratique ce que ça donne à partir d'une position toute simple qu'on connaît tous, c'est-à-dire le patient il est debout et puis il place ses mains contre le mur. Une dernière étude pour encore juste parler de la position un peu du pied et quelle est l'influence de la position du pied sur le stretch du fascia plantaire. On nous dit que lorsque la cheville est en flexion dorsale
Et lorsque les orteils sont également en extension ou flexion dorsale, c'est dans cette position-là que l'on a le plus d'étirement sur le fascia plantaire. Donc à partir de tous ces éléments-là, je vous propose une petite progression pratique. Alors, si je reprends la position de ma personne tout à l'heure, on parle ici, on met le pied pathologique en avant, donc c'est celui-ci. Et là, on serait plus sur un étirement du système solaire triceps, solaire tendon d'Achille, fascia plantaire. Donc là, on commence pied à plat, puis on rajoute une petite cale pour augmenter la flexion dorsale. On peut y rajouter un petit rouleau ou n'importe quoi d'autre, une serviette roulée, peu importe, pour mettre les orteils en extension et mettre de la tension sur le fascia plantaire. Et on peut bien entendu combiner les deux. L'idée est toujours d'arriver dans la position qui a le plus de stretch sur le fascia, c'est-à-dire la flexion dorsale de cheville et l'extension des orteils, comme ici sur la dernière photo. Et si maintenant j'applique la même chose au triceps sural, plutôt au gastrocnémien, ben on part avec le pied pathologique en arrière, sur la petite photo de tout à l'heure. Important de garder le genou tendu pour essayer d'être plus spécifique sur les gastrocnémiens et de mettre bien le talon à plat au sol. Et ensuite, ben, on va augmenter l'angle de flexion dorsale, l'extension sur les orteils. On peut encore évidemment sur la fin combiner les deux. Donc ça, c'est des choses qui se font très bien, très facilement au cabinet. Moi, j'aime bien les choses. Quand je dis basique, c'est pas péjoratif, mais c'est les choses simples, facilement, qu'on peut faire facilement au cabinet, sans matériel coûteux, et surtout que le patient peut reproduire chez lui après. Alors, il y a un autre type d'étirement qu'on peut utiliser sur le fascia plantaire. C'est un étirement qui utilise l'effet treuil, qu'on a décrit tout au début. En fait, on utilise une contraction du triceps sural. Donc, on demande au patient de monter sur la pointe des pieds et on positionne les orteils en extension. Donc, vous pouvez le faire facilement, par exemple, sur une petite serviette. Et lorsque le patient va monter sur la pointe des pieds, il va réaliser par l'intermédiaire du calcanéum, le triceps et le tendon d'Achille vont tracter sur le calcanéum et on va avoir une mise en tension du fascia plantaire. Donc, ça, c'est un mode d'étirement qui utilise l'effet treuil et qui, en fait, combine une contraction isométrique ici du triceps sural et un étirement du fascia plantaire. Si après, vous voulez, dans votre pratique, plutôt travailler spécifiquement le solaire ou les gastrocnémiens, vous jouez tout simplement sur la composante du genou pour privilégier soit l'un, soit l'autre. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Sur la partie renforcement musculaire, il y a une première revue de la littérature en 2016 qui a montré une association entre une faiblesse des muscles intrinsèques du pied, encore une fois notamment en premier l'abducteur de l'hallux, puis les autres muscles intrinsèques du pied et les douleurs plantaires de talon. Ça a été confirmé par une récente de novembre 2019 dans le JOSP, où on voit ici une diminution de la force musculaire et une diminution du volume musculaire donc des muscles intrinsèques du pied chez des patients avec des douleurs plantaires de talon. Et l'équipe de Osborne avait également étudié les muscles intrinsèques du pied et ils concluaient donc à une diminution de force et une diminution de volume. Et ils avaient également investigué le triceps sural, donc gastro et solaire. Et eux, ils rapportaient que, en tout cas, ils ne rapportaient pas significativement de diminution de force au niveau des gastro ou du solaire. Donc, ils mettaient plutôt en évidence une diminution significative de force des muscles intrinsèques du pied et nettement moins du triceps sural. Donc ça nous amène forcément à parler renforcement musculaire. Et donc, au niveau renforcement musculaire, une des premières choses à faire, notamment si le patient a un pied un peu de type pronateur, ça va être renforcer les muscles intrinsèques du pied. Et là, on utilise le concept de gainage du pied qui a été développé par François Fourchet, que vous voyez ici en photo. François qui travaille à la clinique Latour en Suisse.
et qui est le concepteur et le développeur de ce concept du gainage du pied. Et là, vous avez par exemple un exercice, je dirais, de base de gainage du pied qu'on appelle le short foot, qui consiste en fait à venir rétracter, raccourcir un petit peu la distance de son pied entre le talon et l'avant-pied. Et en fait, on rentre vraiment les orteils dans le pied en augmentant ici l'arche médiale du pied. Un des premiers muscles qui est travaillé, c'est le muscle abducteur de l'hallux, et ça stimule ensuite l'ensemble des muscles intrinsèques du pied. Ça peut se faire en actif, ça peut se faire par l'intermédiaire de l'électrostimulation, qui a montré notamment là, très récemment avec une étude de Romain qui a travaillé avec François, qui ont mis en avant qu'une seule séance d'électrostimulation des intrinsèques du pied, notamment de l'abducteur de l'hallux, modifiait les différents paramètres de posture du pied. Et à long terme, ça permet de renforcer les muscles intrinsèques du pied. On peut le faire pied à plat, on peut le combiner avec une montée pointe de pied, avec un travail du triceps. Enfin, il y a beaucoup de possibilités, mais vraiment la base du gainage du pied, c'est vraiment ça, c'est renforcer les muscles intrinsèques du pied. Donc, si vous recherchez des articles sur ce sujet, vous retrouvez beaucoup d'articles qui sont publiés par François Fourchet. Alors, un mot quand même sur le triceps sural, parce que la dernière revue de la littérature ne mettait pas en évidence un manque de force, mais on peut quand même, et ça c'est notamment encore une fois Henry Creel qui le suggère, c'est de travailler le triceps sural en excentrique. Et lui ici, il a notamment publié une étude où il utilisait le protocole HSR. Et vous avez ici une photo d'un petit outil que j'aime beaucoup, qui est en fait le Facilities Fighter. C'est tout simplement une petite plaquette sur laquelle il y a un demi-cylindre, et ça vous permet en fait de positionner votre pied comme ça d'une manière très simple et surtout très stable. Et en fait, on va pouvoir combiner à la fois un travail du fascia plantaire. Si le patient reste en haut en statique, eh ben, il étire son fascia plantaire. Et si on lui demande par exemple de monter avec une aide et de descendre tout doucement, de revenir poser le talon au sol, eh ben on va combiner un travail excentrique du triceps sural. Et on peut bien entendu positionner cette petite plaquette sur une marche ou sur un banc pour que le talon descende plus bas que le niveau des orteils pour aller chercher l'excentrique vraiment dans la course externe. Et j'ai mis une petite photo ici de quelqu'un qui fait de la corde à sauter, parce que je pense que le travail pliométrique est aussi important, et en tout cas de recréer des sollicitations, des contraintes sur le fascia plantaire. Et je dirais, c'est personnellement, on va dire, durant cette période d'actualité de confinement, c'est ce que j'ai conseillé à mes patients qui faisaient de la course à pied. Durant la période de confinement, on va soit moins courir, ou alors on fait des activités de transfert pour des patients qui ont par exemple un vélo d'appartement ou un rameur chez eux à la maison. Ils se sont mis sur ces appareils-là pour garder le cardio training, pour garder l'endurance. Mais moi, je leur ai conseillé de réaliser après ces séances-là, ne serait-ce que quelques minutes de corde à sauter, pour justement garder un petit peu ce côté contrainte, charge sur le fascia plantaire avec la corde à sauter, qui est un très bon exercice et facilement reproductible à la maison. Alors, la thérapie manuelle. La thérapie manuelle, elle a un intérêt. Alors, cette revue systématique de la littérature, je dirais, elle nous donne les mêmes éléments que sur beaucoup d'autres pathologies. C'est-à-dire que la thérapie manuelle apporte des bénéfices, notamment sur la douleur, et ces bénéfices sont maintenus sur le court moyen terme. Voilà. Je dirais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour la thérapie manuelle. La thérapie manuelle, c'est bien entendu intéressant pour travailler sur la douleur, mais certainement, ça doit être combiné à des exercices actifs pour que ces résultats soient transférés du court moyen vers le long terme. Dans les techniques de thérapie manuelle, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des techniques de mobilisation, notamment articulaire, pour travailler les limitations articulaires sur notamment la flexion dorsale de cheville, notamment les techniques un petit peu de Mulligan, Mobilization with Movement. On retrouve aussi toutes les techniques sur les tissus mous, les techniques un petit peu type crochetage myofacial, pression glissée, etc.
Et un peu plus dans l'actualité, on retrouve notamment l'utilisation du dry needling pour traiter soit le fascia plantaire ou alors pour traiter les points triggers myofasciaux qui seraient dans les muscles abducteurs de l'hallux ou autres muscles à distance. Donc là, on a quand même une étude randomisée contrôlée qui mettait en avance une efficacité intéressante du dry needling des points triggers. Et là, on a dans cette étude-là, enfin c'est un protocole qui a été lancé et les auteurs vont comparer l'efficacité de deux types de dry needling sur les douleurs plantaires de talon. Donc je dirais concernant le dry needling, on est encore dans le développement et on essaye de valider, on va dire, ces traitements, quel protocole utiliser pour quelle région ou pour quelle pathologie. Donc là, ces auteurs-là se sont intéressés à l'utilisation de deux types de dry needling sur les douleurs plantaires de talon. Excusez-moi, je suis obligé de vous quitter, comme prévu. Donc, je vous laisse finir tranquillement et à plus tard. Je laisse Bernard conduire. Salut, pas de souci, Fred. Alors, les contentions. Les contentions sont des choses qui sont très hétérogènes. Et c'est ce qui a été mis en avant dans cette revue revue systémique de la littérature. Pourtant, c'était des essais contrôlés. Mais en fait, les auteurs concluaient que ils pouvaient presque pas conclure sur l'efficacité de ces contentions parce que ils retrouvaient une très grande hétérogénéité dans les bandes de contention utilisées. Il y avait des études qui utilisaient des contentions adhésives souples, d'autres des contentions adhésives rigides, d'autres des bandes type kinesiotaping, d'autres des bandes type dynamic tape. Donc il y avait une très grande hétérogénéité sur les bandes utilisées. Et la deuxième conclusion, c'était une très grande hétérogénéité sur les montages. C'est-à-dire si même les auteurs utilisaient le même type de bande, eh ben les deux auteurs utilisaient deux montages différents. Donc en fait, ils ont fait une revue de la littérature pour dire, bah écoutez, il y a une tellement grande hétérogénéité et globalement la conclusion, c'était peut-être continuer de tester un petit peu, continuer de développer un petit peu ces différents montages. Et là, il y a une étude qui a été très intéressante, publiée en 2020, sur l'utilisation en fait de deux types de montages avec des bandes de type kinesiotaping sur des patients durant la course à pied. Alors encore une fois, alors je vous ai mis les références complètes parce que c'était vraiment une belle étude qu'ils ont réalisée avec une étude notamment sur des tapis avec des capteurs de pression sans tape versus avec tape et on voit des réelles modifications, mais tout ça n'apporte qu'un effet sur la douleur et à court terme. Donc encore une fois, je pense qu'il faut tout simplement le savoir. Et si c'est ce que l'on recherche avec notre patient, eh ben on peut lui proposer une contention pour diminuer la douleur, mais on sait que ce sera certainement que sur le court terme. Et encore une fois, ça nécessite des études futures, peut-être de meilleure qualité aussi, et des études qui puissent être reproductibles, c'est-à-dire qu'on essaie de fixer un montage avec telle bande et que l'on reprenne plusieurs fois ou que l'on le réalise plusieurs fois dans les études. Ensuite, les orthèses et les semelles. Alors là, j'ai sélectionné une revue systématique de la littérature avec une méta-analyse sur l'utilisation des orthèses plantaires, donc l'utilisation des semelles. Et leur conclusion, c'était qu'il y avait un niveau une évidence d'une qualité modérée sur l'utilisation des semelles chez les patients avec des douleurs plantaires de talon et que un peu comme au niveau des contentions, là aussi il y avait beaucoup de choses qui étaient utilisées avec des semelles qui avaient peut-être des corrections multiples qui étaient mises chez les patients et du coup ils avaient des fois du mal à faire la corrélation entre quel type de correction apportait quel type d'effet chez le patient. Et globalement, leurs conclusions étaient les mêmes, c'est-à-dire que l'utilisation de semelles apportait une réduction de la douleur à court, moyen terme. Voilà. Donc ça, je laisserai Gabriel après apporter toute son expertise sur les semelles. C'est vrai que dans ma pratique, notamment dans la chronicité des patients qui portent des semelles depuis pas mal de temps, des fois je leur demande de les enlever et de voir quelle est la différence avec et sans.
Et on est parfois étonné parce que les patients nous disent que finalement, dans la chronicité sur le long terme, ils ne voient pas beaucoup de différence avec et sans. Bon, encore une fois, ça c'est mon expérience propre. Concernant les orthèses, il y a des systèmes qui ont été essayés avec des systèmes souvent compliqués à mettre en place, lourds, encombrants, des fois coûteux et donc forcément pas bien respectés par les patients. Moi, je leur conseille souvent la chaussette de Strasbourg, qui est en fait la photo de droite, qui est une chaussette un peu du type contention que l'on enfile. Et en fait, vous avez une petite sangle que vous passez dans un œillet, vous tirez et vous scratchez le tout. Et ça permet en fait de garder le pied en flexion dorsale et les orteils en extension. Et le patient, il utilise ça la nuit. Ça permet donc de garder tout le système en étirement. L'autotraitement est bien entendu très très important. L'autotraitement, bien sûr, le patient peut faire tout ce qu'on a déjà vu précédemment, étirement, renforcement. Il peut également utiliser, que ce soit un mini rouleau, une balle de tennis, pour se faire des séances d'automassage. Il peut réaliser lui-même des séances d'étirement du fascia plantaire. Donc ça, c'est un étirement plutôt spécifique du fascia plantaire avec la cheville en flexion dorsale et les orteils en extension. Il peut venir se masser avec le pouce, la zone douloureuse. Il peut réaliser des pressions glissées sur l'ensemble de la plante du pied. C'est bien entendu une liste non exhaustive de ce que le patient peut faire chez lui à la maison. L'éducation thérapeutique a aussi un rôle très important parce que il a été montré récemment qu'il y avait une corrélation entre une douleur plantaire de talon, notamment chronique, et des signes comme le catastrophisme ou la kinésiophobie. Donc pour ça, je pense qu'il faut bien expliquer aux patients, notamment lui parler du pronostic, il faut le rassurer. Il faut essayer un petit peu d'essayer de corriger certains facteurs de risque. Je pense au poids, je pense si c'est un sédentaire, le remettre doucement à l'activité. Si c'est un sportif, il faut bien entendu gérer la charge et surtout quantifier la charge. Souvent, les gens développent des fasciopathies plantaires parce qu'ils sont en surcharge. Là, les experts, notamment sur la course à pied, ils conseillent durant la période court-moyen terme de traitement de diminuer la charge d'au moins 50%. Certains vont même entre 50 et 75%. Pour garder un peu de cardio et une activité, c'est de proposer des activités de transfert, comme par exemple le vélo, le rameur, la natation par exemple, qui permettront de travailler un peu en décharge sur le fascia plantaire et surtout une remise en charge et une reprise progressive. Un seul mot sur la chaussure du coureur. Globalement, on conseille d'augmenter le drop, c'est-à-dire l'épaisseur au niveau l'épaisseur de la semelle au niveau du talon. Donc pour les gens qui veulent pas forcément changer de chaussure, on peut leur insérer une petite semelle en gel ou simplement une petite talonnette en gel au niveau du talon pour simplement augmenter l'épaisseur au niveau du talon. Si vous avez des patients qui courent avec des chaussures avec un indice minimaliste petit, peut-être que sur le court moyen terme, il serait intéressant de leur faire utiliser des chaussures un peu plus maximalistes et surtout le passage d'une chaussure d'un indice maximaliste plus élevé vers un indice minimaliste doit se faire très progressivement. Ça, c'est vraiment le maître mot dans la transition de la chaussure et bien entendu ensuite mettre en place des stratégies de prévention. Et je vais finir par le take-home message. Donc, globalement, la douleur plantaire de talon, c'est une affection qui est décrite comme commune et fréquente avec un bon pronostic. Et surtout, utiliser un traitement conservateur qui va combiner plusieurs approches thérapeutiques. Et là-dedans, je dirais, je mets un peu dans l'ordre les ondes de choc, les étirements et le renforcement musculaire. Et bien entendu, mettre en avant les intérêts de la prévention pour limiter les récidives. Et j'ai réalisé un petit peu une mind map. Alors, on pourrait très bien mettre la photo, je l'ai en photo, on pourrait très bien la diffuser plus tard ou sur la page Facebook de vous kiné. Ça permettra à tout le monde d'avoir un petit peu le take-home message sous forme de mind mapping. Ça pourrait être intéressant si Bernard, si tu le souhaites. Voilà, je n'ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, on va laisser la parole à Gabriel et je vais bien entendu répondre à vos questions.
Oui, donc Gabriel, tu vas faire ton exposé maintenant, effectivement, et nous parler de la posture et notamment des semelles, nous donner ton avis en tant que professionnel des semelles et podologue. Je vais donc passer sur la vidéo, tes diapositives, si Fred m'a laissé la main. J'aurais quand même une question à te poser, Christophe, avant de partir. On a eu des questions sur les PRP. Que penses-tu des PRP dans les fascites plantaires? Alors, je ne vais pas te donner mon avis, je vais simplement donner une réponse basant sur la littérature scientifique. Il y a eu une étude qui a tout simplement montré que ils ont fait 3 groupes, ondes de choc, le PRP et des injections placebo. Les ondes de choc sont supérieures au PRP. D'accord. Ok. Donc Gabriel, c'est à toi de nous présenter donc ta version, notamment de bien nous expliquer, parce qu'on a des questions là-dessus, sur le type de semelle qu'il faudrait avoir pour ce type de pathologie, plutôt des semelles de décharge, plutôt des semelles pour modifier la posture. Et je reviens un petit peu sur ce que disait Christophe tout à l'heure, sur un patient qui effectivement, quand tu disais je lui ai fait enlever les semelles, d'expérience, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de patients qui ont 2 attitudes, c'est-à-dire soit si au bout de 15 jours ça marche pas, on enlève les semelles et on prend pas le fait de revenir chez le podologue. Et la deuxième des choses, une fois qu'on a trouvé une semelle qui va bien, on la garde pratiquement à vie. Donc je pense, Gabriel, que tu vas contrer un petit peu ces 2 arguments que je viens de donner, enfin expliquer, et puis nous expliquer aussi pourquoi et comment il faut mettre des semelles. Voilà, ils ne sont pas forcément faux, ces arguments, on va y revenir bien sûr. Moi, ce que je voudrais faire passer aujourd'hui comme message, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait, nous, en cabinet, par rapport à ce type de prise en charge qui est très courante, qu'on voit très souvent, et que souvent, ils n'ont pas forcément l'idée d'aller voir un kiné pour traiter cette pathologie. Et inversement, ceux qui vont voir le kiné n'ont pas forcément l'idée d'aller voir un podologue derrière. Et je pense que c'est vraiment la combinaison des 2 qui peut donner un traitement qui soit bien efficace. Donc, comme c'est un public surtout de kiné, je vais vous montrer un petit peu aussi quelques outils qu'on peut utiliser en prédictif et en comparaison, donc sur tout ce qui est baropodométrie, qui peut nous aider à travailler sur ce genre de pathologie que, je répète, nous, on en voit beaucoup en cabinet. La prise en charge et l'examen clinique que Christophe nous a présenté est à peu près pareil par rapport à ce qu'on fait. Par rapport à ce que tu avais dit sur les muscles intrinsèques du pied qu'on va tester et qu'on va mettre en avant dans le contrôle de la posture, on travaille surtout sur le court fléchisseur des orteils et le court fléchisseur de l'hallux. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Mais sinon, au point de vue examen clinique, on a à peu près les mêmes examens. Et donc, on va rajouter bien souvent donc l'examen baropodométrique, qui est l'examen de la pression plantaire. Et on va prendre en charge la globalité et on va beaucoup travailler sur les troubles statiques du pied qui vont engendrer cette fasciite ou cette douleur de talon, cette douleur plantaire du talon. On parlait tout à l'heure du pied pronateur par rapport au pied plat. Mais par exemple, c'est vrai que ça va être prédictif ou pas de l'amélioration de la douleur ou pas. Il y a 2 cas de figure où c'est un facteur favorisant de la douleur plantaire de talon. C'est donc le pied pronateur, c'est-à-dire où on a l'ensemble du pied qui va se pencher en dedans, qui rapproche le naviculaire du sol, ou alors le pied plat, c'est l'effondrement du pied, et auquel cas, là, il y a aussi le naviculaire qui se rapproche du sol, mais c'est pas du tout la même pathologie pour répondre à la question qu'il y avait tout à l'heure. Alors, bien évidemment, quand on a une tendance à la pronation, on a plutôt du pied plat, on peut avoir associé un pied plat, et tout ce qui est pied plutôt varus, on va plutôt être en pied creux. Qu'on soit dans un sens ou dans l'autre, ça peut augmenter, c'est des facteurs favorisants de la douleur plantaire de talon, parce que soit dans un cas, on va étirer entièrement le fascia avec la pronation et
et le pied plat. Soit dans l'autre sens, le pied creux, l'aponévrose est complètement tendue et soumise à des pressions extrêmes aussi. Donc qu'on soit dans un sens ou dans l'autre, on va augmenter les pressions sur l'aponévrose plantaire. Je reviens aussi sur le système tricipito-achilléo-calcanéen plantaire, toute la chaîne postérieure et plantaire, musculo-faciale. Nous, on va beaucoup travailler dessus par rapport à la posture, en étudiant toute la posture. Si on a une antériorisation globale du corps, on va avoir une mise en tension de toute cette chaîne. Et notre travail aussi avec des semelles de posture, ça va être de reculer le centre de gravité du patient et donc détendre toutes ces chaînes musculaires postérieures et plantaires. Donc j'en viens à une sorte d'évaluation de la posture qui va être quantifiée avec la baropodométrie, donc que vous voyez sur l'écran. Donc ça, c'est un examen statique de baropodométrie qui va nous donner donc les pressions plantaires. En gros, plus c'est rouge, plus ça appuie. Et on peut lier aussi le petit point qui est au milieu entre les deux pieds, qui est la résultante des pressions, de centre de pression, qu'on peut assimiler un peu trop rapidement à la projection du centre de gravité. Et donc, en tout cas, ça peut donner une idée sur la position du patient. Plus le point du milieu est en avant, plus la posture du patient va être en avant, globalement. On peut étudier, alors, soit on fait une baropodométrie comme ça, ou pour être encore mieux, on peut faire un statokinésiogramme, c'est-à-dire un enregistrement sur plateforme de force qui va nous donner, toujours entre guillemets, le déplacement du centre de gravité. Donc là, en l'occurrence, c'est le déplacement du centre de pression que vous voyez au milieu en bleu. Il y a le déplacement du centre de pression du pied droit en vert et le déplacement du centre de pression du pied gauche en rouge. Donc avec et la position du centre de pression et son déplacement, et en gros la stabilité du patient, on peut voir si on a des éléments prédictifs d'une mise en tension de la chaîne plantaire et postérieure. Et donc plus on va être en avant, et donc tout ce qui est rétraction de triceps et de solaire notamment, tout ça on va pouvoir un peu l'analyser avec ce genre d'examen et faire un examen après différents traitements, que ce soit donc par semelle, par kinésithérapie ou par ostéopathie aussi, pour voir si en reculant bien notre centre de gravité, en améliorant la stabilité du patient, on diminue les douleurs. Et bien souvent, on va avoir des améliorations à la podométrie avant même les résultats cliniques sur la douleur. J'en profite pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que l'observance du patient pour les semelles peut être assez variable. Et ça va être en fonction du type des semelles aussi qu'on va lui proposer. Si on fait des semelles très épaisses sur une dame qui met des chaussures plutôt serrées et tout ça, elle ne les mettra pas, ces semelles. Donc, elle ne porte pas ses semelles, donc les semelles sont beaucoup moins efficaces quand elles sont dans un placard que quand elles sont dans les chaussures qui sont portées dans la journée. Donc, il y a l'histoire de l'observance, et donc adapter nos semelles aux patients, c'est un gros travail qu'on a à faire. Et donc, aujourd'hui, je ne vous dirai pas, faut faire tel type de semelle, parce que ça dépend tellement des troubles statiques du patient, de son mode de chaussage et de beaucoup de facteurs, qu'il n'y a pas une semelle type en disant celle-ci, elle est bonne pour la fasciite plantaire et toutes les autres, ça ne sert à rien. On va travailler surtout sur les troubles statiques qui sont à l'origine de la pathologie. En baropodométrie, on utilise aussi l'examen dynamique. Donc là où on va voir, donc là c'est 2 examens du même patient à un mois d'intervalle. Ce qu'on analyse en dynamique, c'est la ligne blanche que vous voyez au milieu du pied. Donc là, sur cette présentation, on ne voit pas le côté dynamique, mais c'est vraiment un examen à la marche, donc avec un pied qui passe sur une plateforme. Il y a un protocole de reproductibilité et tout ça, qui nous permet d'avoir ce genre de données. Et donc la ligne blanche au milieu, qu'on appelle la get line,
nous donne des informations sur la pronosupination notamment du pied, mais aussi plus haut au niveau du genou et tout ça. Plus la ligne blanche va être près du bord médial du pied, plus on va avoir un pied qui va être plutôt pronateur et inversement. Et donc, après différents traitements, on voit que là, on avait une pathologie, je crois, du genou sur le pied droit. On voit qu'il y a une modification de cette guideline qui est assez importante au bout d'un mois de port de semelle. Là, c'était port de semelle exclusif, je crois. J'en viens aux différents types de semelles. Je vais un petit peu vite parce que l'exposé de Christophe était très complet et tout ça, donc je fais vraiment notre partie spécifique. Donc on a sur votre gauche les semelles qu'on appelle thermoformées, c'est-à-dire qu'on va, je détaille après je crois, donc des semelles thermoformées à gauche et des semelles dites classiques avec des éléments intercalaires, donc qui sont beaucoup plus fines sur votre droite. La semelle, je me suis trompé de touche, pardon, la semelle classique, c'est des semelles donc, qui vont être fines. On va travailler sur des éléments qu'on va dessiner sur une empreinte. Et ensuite, en fonction des éléments dessinés, on va les coller sur une base qu'on va ensuite recouvrir. Le principe pour la douleur plantaire du talon, il y a plusieurs choses. Soit, en effet, j'ai vu dans le chat tout à l'heure le fait de faire une excavation en fait au niveau de l'insertion de la ponevrose plantaire sur le calcanéum. Et à ce moment-là, donc on fait un trou à cet endroit-là et on peut combler avec des matériaux qui sont amortissants. Donc soit on fait une talonnette qui à la fois raccourcit le triceps et en plus on fait un trou au niveau de l'insertion sur le calcanéum qui fait comme une sorte de barquette un peu amortissante pour l'insertion. Donc ça, c'est une première solution. Il y a d'autres solutions où on va vraiment traiter préférentiellement la posture et donc faire reculer le centre de gravité, donc limiter les tensions au niveau du triceps sural et de la chaîne, du fascia plantaire. Donc c'est souvent avec des éléments qu'on va mettre plutôt en avant du pied, à l'avant du pied. Et donc, avec cette stimulation, donc avec des éléments relativement fins, avec cette stimulation de l'avant du pied, globalement, la posture, on va avoir une postériorisation du centre de gravité. Et donc, limiter les tensions sur le fascia plantaire, ce qui n'empêche pas de faire un petit évidement au niveau de l'insertion du fascia plantaire sur le calcanéum. Toujours en médial, parce que c'est vrai que c'est la zone qui est toujours la plus touchée. Donc ça, ces semelles-là, elles vont être fines, elles vont rentrer dans toutes les chaussures et on va pouvoir adapter facilement à tout type de chaussage. C'est un petit peu moins résistant pour les sportifs et par exemple, comme tu disais qu'il y avait quand même, c'était un fort contingent des patients, les sportifs, il y a aussi donc des semelles thermoformées où là, c'est complètement autre chose. On va mouler la base sur le pied directement avec des coussins. Donc ça, c'est un peu le matériel qu'on a sur l'image de gauche pour mouler une première base sur le pied du patient, ce qui donne une semelle qui est complètement inversement conformée au pied du patient. Et ensuite, on va pouvoir travailler par le dessous pour faire soit des renforts de voûte et donc limiter la pronation. Dans un cas de pronation, on peut rajouter des éléments et on peut aussi ajouter sur la photo du milieu, alors c'est le petit élément qui est vert pastel, qui est une talonnette en matériaux spécifiques pour ce genre de pathologie. Il faut faire un tout petit peu attention sur les semelles et les talonnettes dont tu parlais, Christophe, vendues en grande surface et chez Decathlon. Souvent, quand c'est en gel comme ça amortit bien l'impact, mais ça demande beaucoup d'énergie pour redécoller le talon, et donc on remet directement en tension toute la chaîne du fascia et la chaîne postérieure musculaire. Donc, ça peut être aussi un petit peu délétère. Souvent, on préfère avoir un petit peu plus de dureté pour avoir un petit peu plus de rebond, de restitution d'énergie pour éviter que le sportif ait à fournir cette énergie et donc à remettre en tension toutes ces structures. Donc, voilà à peu près les deux types de semelles qu'on a.
Nous, on qualifie cette pathologie souvent, et le plus souvent, d'épine calcanéenne, un peu trop rapidement. Et on est de pronostic sans traitement. Alors, c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus empirique, hein, ce que je vais vous dire par rapport à ce que disait Christophe, sur un sans traitement à une rémission dans les 6 et 18 mois. Avec les semelles, on réduit ce temps, et c'est vrai que c'est pour le coup, à court terme, on a un effet qui est assez intéressant. Et le but du jeu, c'est quand même d'enlever ces semelles et faire des contrôles à 6-18 mois, les enlever et voir ce que ça donne. Si la douleur revient, ben on remet les semelles, et s'il ne revient pas, c'est qu'on a fait le travail qu'il fallait, avec une reprogrammation posturale, parce que les semelles de posture qu'on a vues tout à l'heure ont un effet qui dure dans le temps. Donc on n'est pas obligé de garder des semelles à vie. C'est ce qu'on essaye au maximum d'expliquer aux patients. Après, c'est moins rentable pour nous, hein, plutôt que de leur faire des semelles tous les ans pendant 40 ans. Mais quand même, le but, c'est quand même qu'ils soient bien et qu'au bout d'un contrôle annuel, on puisse leur enlever les semelles. Voilà. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur ce qu'on fait sur les fascites plantaires en podologie. Tu devais nous répondre sur la question, est-ce que promenateur veut obligatoirement dire pied plat? Tu nous as dit non, mais un petit non. Donc, en début de présentation, j'en ai parlé. Développer. C'est ce que je disais, la pronation, c'est vraiment l'abaissement de tout le pied en dedans, et le pied plat, c'est un affaissement du pied. On peut avoir les deux, et ça va à peu près dans le même sens, dans le sens de la gravité finalement. À la fois, le centre de gravité passant entre les deux pieds va avoir une action sur la pronation et sur le pied plat. On peut avoir l'un, on peut avoir l'autre, et on peut avoir un cumul des deux. Et le pied creux et le pied donc supinateur, ça va être pareil, mais on peut aussi avoir un pied creux pronateur. Et là, ça commence à être compliqué, mais ça arrive. Donc, c'est deux choses distinctes qui sont le plus souvent ensemble, pronation, pied plat, mais c'est pas systématique, et c'est pas systématique. D'accord. Pour toi, Christophe, je pense qu'il y a une question où on demande si il y a une importance dans la survenue de la pathologie, si c'est une pathologie traumatique ou si c'est une pathologie progressive. Et dans ce cas-là, est-ce que tu modifies tes tests? Bien sûr, tu vas sûrement modifier ton traitement, mais est-ce que tu as des lignes directrices en fonction de ces survenues de pathologie, pardon? Oui, tout à fait. Je lisais justement le commentaire de Laurent. Je pense que quand il y a un traumatisme d'apparition brutale, on doit bien entendu faire un screening qui est important, que ce soit pour toutes les pathologies d'ailleurs et pour la douleur plantaire de talon également. Pourquoi? Parce que dans le cadre de douleur plantaire de talon, une douleur d'apparition brutale, surtout suite à un traumatisme, peut nous faire évoquer une fracture au niveau, par exemple, du calcanéum ou d'autres os du pied, ou même une rupture de ce fascia plantaire. Il faut savoir que cette pathologie est également décrite. Globalement, on décrit sur le tiers postérieur du fascia, plutôt, c'est le siège de douleur plantaire de talon. Ce tiers moyen, c'est souvent cette zone où on a des ruptures, et c'est des ruptures traumatiques, c'est-à-dire que le patient il est en train de faire un effort sportif ou de travail ou autre, et il décrit vraiment cette sensation de craque dans le talon qui apparaît de manière brutale suite à un traumatisme. Oui, je pense notamment à une fracture, par exemple au calcanéum ou autre os du pied, et à la rupture de ce fascia plantaire. Donc, je pense que dans ces deux cas-là, un bon screening, un bon triage, peut-être la mise en avant de drapeaux rouges, et s'il y a des drapeaux. Et la deuxième question, c'est comme dans le cas d'une immobilisation, point d'interrogation. Alors, tout à fait. Et donc, il y a deux écoles qui s'affrontent et deux types de pensée. Soit on part du principe que le renfort de voûte va détendre directement l'aponévrose plantaire, auquel cas, c'est souvent dans les pieds creux où, justement, avec certains tests d'extension de l'hallux, on va avoir une tension vraiment de l'aponévrose. Ça peut être intéressant de détendre mécaniquement avec un soutien de voûte, pas un renfort de voûte et pas aller contre la pronation complètement, mais juste une petite voûte pour détendre l'aponévrose.
Mais c'est vrai que si on fait des trop grosses voûtes, on annule à la fois toute la proprioception, c'est-à-dire on va saturer tous les capteurs plantaires d'informations, donc c'est pas une bonne chose, et les muscles intrinsèques et extrinsèques vont se mettre au repos parce que la semelle va faire le travail des muscles. Donc c'est vrai que ça peut avoir un effet antalgique, le renfort de voûte immédiat, mais à plus long terme, c'est délétère. C'est comme une talonnette importante sur un Achille court. Dans un premier temps, ça va soulager, mais si je reste avec une talonnette pendant un long moment, le tendon d'Achille, le solaire et les gastrocnémiens vont se rétracter et on aura besoin, pour limiter la douleur, d'augmenter la talonnette et on ne pourra jamais redescendre à plat. C'est le cas des femmes qui ont mis des hauts talons pendant longtemps, des hauts et très hauts et pendant très longtemps. Elles ne peuvent plus marcher pieds nus parce que leur Achille est rétracté complètement. Donc, il faut jouer entre ces deux choses, entre soulager un petit peu provisoirement, on va dire dans un premier temps, pour limiter les tensions, et pas garder trop longtemps pour que ce soit le corps qui fasse le boulot et pas la semelle, pour pas justement devenir dépendant à cette semelle, ce que je disais tout à l'heure. D'accord. On a une question aussi de Paul par rapport au Heel Rise Test qui dit: y a-t-il un intérêt s'il n'y a pas de faiblesse du triceps? Y a-t-il un intérêt de faire ce test? Alors, je vais lui répondre, oui, il se base certainement sur la dernière revue de la littérature qui n'a pas montré de faiblesse ou en tout cas de différences significatives. Encore une fois, on parle statistiquement parlant. Donc, s'il se base sur ça, on peut ne pas faire de heel raise test. Peut-être pas le faire d'une manière systématique. D'accord. On a aussi et puis on va peut-être bientôt arrêter, mais une question de Boris qui dit: dans la pratique rééducative, retrouves-tu fréquemment des points déclencheurs sur les intrinsèques, c'est-à-dire abducteur de l'hallux? Voilà, c'était ça la question en fait. Alors, voilà. Globalement, dans la pratique, oui, on retrouve souvent associé à ces douleurs plantaires de talon des points triggers, notamment dans le muscle abducteur de l'hallux. C'est certainement dans les muscles intrinsèques, je dirais celui que je mettrais en premier. Et ensuite, on aura des muscles un peu plus à distance, et je pense notamment aux gastrocnémiens médial et aux muscles solaires. Je dirais ce sont notamment ces muscles du mollet qui ont une douleur référée qui va se projeter vraiment au niveau de la plante du pied et qui peuvent évoquer une douleur plantaire de talon, et également le muscle carré plantaire ou court fléchisseur des orteils qui lui aussi donne des douleurs dans cette région plantaire du talon. Donc oui, c'est également fréquent. Une dernière question de Sylvain: y a-t-il plus de rétraction d'Achille ou plus des jumeaux quand on parle de rétraction? Alors, si on se base sur la littérature scientifique, ils mettent plus en évidence une rétraction, une raideur au niveau des muscles gastrocnémiens. Mais encore une fois, les gastrocnémiens ne sont qu'un maillon de l'ensemble de la chaîne. Donc, est-ce qu'on doit certainement travailler dans un premier temps un maillon spécifiquement, et ensuite on doit bien entendu travailler l'ensemble de la chaîne, comme disait Gabriel, même remonter cette chaîne. Et en tout cas, la littérature nous dit les gastrocnémiens, mais là aussi, je pense que la littérature nous donne des éléments. Mais c'est aussi à nous de faire un bilan et un traitement individualisé à chaque patient. C'est pas parce que la littérature dit prévalence de pieds pronateurs ou faiblesse de raideur des gastro ou pas de faiblesse du triceps. On peut avoir des patients qui ont une faiblesse du triceps sural, et dans ce cas-là, c'est le heel raise test qui va le mettre en évidence. Voilà, c'est pas, la littérature nous donne des pistes, évidemment, nous donne des éléments très intéressants pour notre pratique, mais encore une fois, la pratique et notamment grâce au bilan, grâce à l'examen clinique, ça doit nous donner un traitement qui doit être individualisé. Quand on dit il faut faire du renforcement des muscles intrinsèques du pied, peut-être la personne qui n'a pas un naviculaire drop significatif, ou qui n'a pas un test tout simplement positif, peut-être que ce sera pas ce qu'on va faire en priorité, en tout cas. Voilà. Je pense que là aussi, il faut vraiment mettre la notion d'un traitement individualisé et en accord avec les éléments du bilan et de l'examen clinique.
D'accord. Bon, il y a encore beaucoup de questions, c'est évident, mais je crois qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 1h20 qu'on est sur ce sujet. Chers internautes, si vraiment vous voulez qu'on refasse ce type de sujet, n'hésitez pas à nous le dire, à nous envoyer un mail et il n'y a aucun souci, on reprendra ce type de sujet. Tu voulais dire quelque chose, Christophe? Alors écoute, Bernard, je veux juste un dernier mot parce que j'ai vu plusieurs fois le terme d'épine calcanéenne qui revenait. Alors, j'ai volontairement pas parlé des épines. Et globalement, aujourd'hui, là, on me dit qu'en est-il des vraies épines? Alors, je ne sais pas s'il y en a des vraies ou des fausses. En fait, la littérature aujourd'hui, il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y en a qui disent l'épine calcanéenne est primaire et irrite ou en tout cas déclenche la douleur dans le fascia plantaire après. Et il y en a d'autres qui disent c'est le fascia plantaire notamment qui est rétracté, qui vient exercer une traction excessive sur le calcanéum et qui développe un espèce d'ostéophyte, qui est cette épine calcanéenne. Donc en fait, entre l'épine calcanéenne et le fascia plantaire, on ne sait pas qui est l'œuf et qui est la poule. Il y a deux écoles qui s'opposent et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que globalement, la présence d'une épine calcanéenne, ça va augmenter un petit peu en termes de pronostic la durée de guérison, si je puis dire. Le traitement, c'est des ondes de choc et là, ce serait plutôt des ondes de choc de type focal sur l'épine, complété par des ondes de choc radiales sur le fascia, mais je dirais sur ces thèmes d'épines, c'est encore controversé. Voilà. C'est encore controversé et on ne trouve pas tellement de corrélation entre notamment la taille de l'épine et la douleur. On penche plutôt pour une douleur importante une douleur plantaire du talon pendant que l'épine est en train de pousser. Donc même, on peut faire une radio rapidement après le début des douleurs et rien avoir du tout à la radio. Et certaines radios de contrôle pour autre chose du pied, on va trouver des épines grandes comme ça qui n'ont jamais été symptomatiques. Donc l'épine calcanéenne en elle-même, a priori, ne serait pas douloureuse, c'est plus l'inflammation liée à sa croissance qui serait douloureuse. Oui, tout à fait. C'est que en fait, l'épine calcanéenne, ça peut être comme par exemple d'autres phénomènes d'arthrose au niveau de la colonne lombaire. Et en fait, il existe des gens qui ont des épines calcanéennes, mais qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont aucune douleur. Et quand un jour ils font une radio du pied pour une autre raison, on voit tiens, vous avez une épine calcanéenne. Donc voilà, quiz un peu de qui est l'œuf et qui est la poule. Voilà. D'accord. Bon, eh bien, merci bien d'avoir participé à ce webinaire. Vous savez que lundi, on a un nouveau webinaire avec le Thibaut Noailles, qui est chirurgien orthopédiste à la Polyclinique de Bordeaux-Nord, Aquitaine, qui parlera du genou, des pathologies du genou, et notamment du ligament antérolatéral, des lésions de la racine méniscale et des rampes lésions. Donc, j'espère vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Vous savez qu'on peut retrouver tous nos webinaires en replay sur le site Bookinet. Je vous ai mis le lien sur le chat. Et je vous remercie à tous les deux, Christophe et Gabriel, d'être présents, de nous avoir fait un super exposé, très clair. Merci. Des avis parfois différents, mais ça, c'est très, très bien et très, très bon. Donc, je vous dis à tous bonne soirée et j'espère vous retrouver bientôt pour les nouveaux webinaires. Voilà, bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir.